Bonsoir tout le monde, ça va? Allô, vous m'entendez? Allô? Ah, alors oui, Ah d'accord, ça va, vous allez bien? ça va bien. Oui, D'accord, donc on va démarrer. Donc je vois qu'il y a donc déjà des gens connectés. Donc les autres peut-être vont nous trouver en chemin. Donc on va démarrer. Donc comme vous l'avez vu donc sur la plateforme, donc j'ai envoyé donc trois exercices, donc un exercice de maîtrise de connaissances. Voilà, que vous voyez là. Où il était demandé de faire une comparaison de l'organisation de la face antérieure et de la face postérieure de l'encéphale de mammifère. Bon, après, vous avez l'exercice 2 qui revient un peu sur, n'est-ce pas, donc, les propriétés du système nerveux. Et enfin, donc, vous avez l'exercice 3 qui aborde un peu donc la question de l'hérédité humaine. Bon, maintenant, la dernière fois, on n'a pas pu voilà, épuiser donc tous les exos. Bon, maintenant, l'approche que je vais avoir aujourd'hui avec vous, c'est de vous demander, vous déjà, sur les trois exos proposés, quel est l'exercice qui vous semble voilà, donc, plus intéressant, ou en tout cas qui pose un peu plus de difficulté. Donc, qu'on puisse l'aborder tout de suite. Comme ça, le reste, voilà, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Donc là, je vois qu'il y a une main levée. Oui, Ndiaye, Je pense qu'on devrait faire l'ici sur l'hérédité. sur l'hérédité. Mhm. Voilà, donc très bien. Maintenant, si les autres n'y voient pas d'inconvénient, je pense qu'on peut attaquer ça. Comme ça, on prendra le temps de bien le faire. Maintenant, si le temps le permet, on aborde un autre. Sinon aussi, donc voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse désormais comme ça. Donc, on va commencer par l'exo qui vous semble le plus intéressant. Donc, on met le maximum là-dessus. Et maintenant, voilà. Donc, si on a le temps, on fait les autres. Voilà. Bon, je vois aussi que... C'est bon, hein? OK. Voilà. Donc, je pense que on peut aller donc directement sur cet exercice. Voilà. Donc, l'exercice 3. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement l'exercice? Oui. Rabi... Oui. Rabia Toussaint, oui. Les- Exercice 3. Mhm, Le syndrome de Lesch-Nyhan est une mhm, forme de paralysie rare, mhm, mais très grave, car mhm, elle en entraîne généralement la mort avant la puberté. mhm, Madame A est issue d'une famille dont l'arbre généalogique est le suivant. mhm, Petit 1, le gène du mhm, syndrome Lesch-Nyhan est-il dominant ou récessif? mhm, Justifie ta réponse. mhm, Quel est le mode de transmission le plus probable? Deux points autosomes ou mhm, chromosome sexuel? Justifie la réponse et donne les génotypes 1, 2, 3, mhm, 5, 13, 21. Madame A. mhm, mhm, Pour quelle raison est-il peu probable de rencontrer une fille malade? mhm, Comment expliques-tu que seuls l'un des jumeaux 26 et 27 soit malade? mhm, mhm, Quels seront leurs génotypes? mhm, 5. Madame mhm, A est-il inquiète sur le sexe de son futur enfant? Le mhm, médecin lui propose de faire le karyotype du fœtus. mhm, Voir document 1. mhm, Après avoir fait l'examen, mhm, penses-tu qu'il puisse la rassurer? mhm. Quel pourra être le ou les génotypes probables de son futur enfant? Voilà, merci Rabiatou. Donc, chers élèves, donc voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Donc, on va essayer donc d'y aller pas à pas. Donc, ici, n'est-ce pas, on vous a proposé donc un pédigré, n'est-ce pas? Donc, le pédigré montre la situation de la famille de Madame A et d'elle-même. Et maintenant, la question qu'on se pose d'abord, c'est de dire est-ce que le gène est dominant ou récessif et de justifier la réponse. Maintenant, la question que je vous pose, dans ces cas de figure, comment on explique, comment on démontre, comment on montre que justement le gène est dominant ou récessif? Comment on va faire? Comment on va s'y prendre?
Oui, Rabi et Rabiatou. On peut voir si dans l'arbre, chaque enfant a un parent malade. Mhm. Si ce n'est pas le cas, donc la maladie est récessive. Chaque enfant a un parent malade. Oui, OK. Et si ce n'est pas le cas, on dit que c'est récessif. oui, Donc, si c'est le cas, on dit que dominant. c'est dominant. Bon, on peut le voir sur cet angle-là. Donc, le fait que si on regarde le pédigré, bon, on a des enfants qui sont malades. Par exemple, si on prend un couple, un 1, 2, donc ils sont phénotypiquement sains, il n'y a pas de maladie. Si on les regarde, ils sont sains. Mais on voit qu'ils ont donné des enfants qui sont malades. Même chose également si on prend Madame A et, non, pas Madame A, mais plutôt le couple 3, 16, 3, 15, donc ont des jumeaux dont l'un est malade, l'autre normal. Pareil également si on prend le couple 3, 19, 3, 20, donc ils sont normaux ces individus, mais ils ont donné un enfant malade, un enfant sain. Ok, donc finalement, quand on voit que le couple qui a donné naissance aux enfants, ce couple lui-même n'est pas affecté et qu'il donne des enfants qui, eux, sont affectés ou parmi ces enfants, certains sont affectés, cela nous permet de dire que l'allèle qui est responsable de la maladie était présent chez le couple, mais l'allèle ne s'est pas manifesté. Et le fait que l'allèle ne se soit pas manifesté nous permet de dire que donc il est caché. Et puisqu'il est caché, donc il est récessif. Parce qu'un allèle, n'est-ce pas, qui est caché, n'est-ce pas, ne peut pas s'exprimer. Donc il va être, n'est-ce pas, neutralisé, ou en tout cas il va être, n'est-ce pas, masqué par l'allèle qui, lui, va s'exprimer dans le phénotype de l'individu. Et donc c'est ce dernier qui est le dominant. Et ici, en regardant, n'est-ce pas, le pédigré sur plusieurs générations, on voit qu'il y a des enfants qui sont malades. Mais les parents qui leur ont donné naissance, eux, ne sont pas malades. Et donc, la seule explication, c'est de concevoir que l'allèle responsable est récessif. Donc, voilà, chers élèves, comment on justifie, n'est-ce pas, la dominance ou la récessivité. Donc, la récessivité. Donc, on compare, n'est-ce pas, les individus, le couple avec sa descendance. Donc, si on voit que le couple est sain et que la descendance est malade, ou en tout cas certains descendants sont malades, donc là, ça nous permet de dire que c'est récessif. De la même manière également, on peut avoir des parents malades, mais on voit que dans la descendance, il n'y a pas de malade. Donc, ce qu'on appelle donc le saut de génération. Ça aussi, si on l'observe au niveau du pédigré, on peut dire que justement, que l'allèle responsable est récessif. Parce que les parents ne peuvent pas être malades et qu'aucun enfant ne soit malade. Voilà. Donc, ça, si on le voit, ça veut dire également qu'on a une situation de récessivité donc pour l'allèle. Donc, on va y aller. Donc, exercice 3. On va commencer par ça. Donc, première question. Donc, le gène est-il dominant ou récessif? Voilà. Et comme on a dit, donc je prends, bon là, généralement, je prends un couple donné pour faire le raisonnement. Je peux donc choisir le couple 1, 2 pour raisonner. Comme quelqu'un d'autre pouvait choisir, n'est-ce pas, le couple 3, 17, 3, 18 ou 3, 19, 3, 20. Bon, je prends le plus simple. Donc 1, 2. OK? Donc, on va dire, on constate que le couple 1 et 2 est phénotypiquement sain, mais
a donné des enfants malades. Donc, l'allèle responsable de la maladie était présent chez les parents, mais masqué. Par conséquent, il est récessif à côté de l'allèle normal qui est dominant. Voilà. Et donc, voilà donc ce que nous pouvons dire ici. Et si on veut même, donc on peut à ce stade-là aussi poser les allèles. Donc, c'est-à-dire donner un nom ou donc une appellation donc pour les allèles. Donc, en respectant, si on veut donc la règle, n'est-ce pas, de dominance, la convention, donc qui voudrait que l'allèle dominant soit écrit avec sa lettre, n'est-ce pas, en majuscule, et l'allèle récessif en minuscule. Donc là, on peut le faire. Voilà. Ou bien faire simple. Donc, allèle malade, on l'appellerait petit m. Et l'allèle normal, on l'appellerait grand N, par exemple. Bon, on va faire ça. Je pense que c'est le plus simple, on va dire. Donc, allèle malade égale petit m. Et allèle normal égale grand N. Et maintenant, à la deuxième question, on demande quel est le mode de transmission le plus probable. Est-ce que nous avons un mode, on va dire, autosomal, ou bien est-ce que nous avons un mode, n'est-ce pas, gonosomal? Donc ici, mode de transmission. Mode de transmission. Maintenant, la question que je vous pose, d'après vous, comment on va montrer le mode de transmission? Bon, là, je vois la main de Aminata Gay qui est levée. Mhm. La transmission est gonosomale. La transmission est Gonosomale. gonosomale. OK. Oui, pourquoi vous le dites? Parce que dans le pédigré, seuls les garçons sont malades. Oui, seuls les garçons Sont malades. sont malades. OK. Donc, effectivement, si on regarde, n'est-ce pas, le pédigré, tout le pédigré, on se rend compte, ou on se rendra compte que c'est uniquement les garçons qui sont malades. Il n'y a aucune fille malade. C'est uniquement les garçons. OK? Maintenant, Aïe. le mode de transmission probable. Ouais. OK? Dani, j'ai vu la main de Aminata. Oui. Oui, il faut peut-être couper le micro, Aminata. Ah, nous me dit. Ouais, il faut couper le micro. Voilà, merci. Donc, je disais que pour maintenant le mode de transmission le plus probable, ok? Parce que dans tous les cas, il n'y a que deux types de... Voilà, soit c'est gonosomal, autosomal. Maintenant, au regard de ce que le pédigré montre, qu'est-ce que le pédigré montre? Le pédigré montre que c'est uniquement les garçons qui sont malades. Ah, aucune fille malade. Et donc, vu ce cet angle-là, on peut penser justement à une hérédité gonosomale. Pourquoi cela? Oui, Ndiaye a levé la main. Mais j'arrive pas à faire la différence entre autosome et gonosome. Autosome et gonosome. OK. Quelqu'un peut-il l'aider rapidement? Comment on fait la autosome, gonosome? Oui, Diallo. Oui,
Bon, oui, Diallo est parti. Rabiatou, oui. Est-ce que tu peux l'aider? Gonosomes, c'est les chromosomes liés au sexe. Et les Mhm, autosomes, mhm. ce ne sont pas des chromosomes qui sont liés au sexe. OK. Maintenant, si on dit, très bien, si on dit autosome, gonosome, les autosomes sont des chromosomes, on va dire, non sexuels. Les gonosomes sont des chromosomes sexuels. Or, chez l'homme, nous avons donc ces deux catégories de chromosomes. Donc, tout le monde sait que nous avons 46 chromosomes. Donc, l'espèce humaine compte 46 chromosomes. Maintenant, sur les 46 chromosomes que nous comptons, les 44 sont des autosomes. Parce que les chromosomes, depuis la première, on vous a expliqué avec le karyotype que ces chromosomes sont groupés par paires. Donc, on a des paires de chromosomes. Donc, au finish, nous nous retrouvons avec 23 paires de chromosomes. Donc, 23 fois 2, donc ça nous donne nos 46 chromosomes que nous avons. Maintenant, dans ces 46 chromosomes que l'homme a, les 44 ou donc les 22 paires ou 44 chromosomes sont des chromosomes non sexuels qu'on appelle autosomes. Et une seule paire, donc la dernière paire, donc la 23e paire, est une paire de chromosomes sexuels ou gonosomes. Mieux encore, les 44 chromosomes que nous les avons en commun au niveau des deux sexes. C'est-à-dire l'homme et la femme ont en commun les 44 autosomes. La seule différence au niveau de nos chromosomes entre hommes et femmes, c'est au niveau de la 23e paire, où chez la femme, nous avons deux gonosomes X, et chez l'homme, on a un gonosome X et un gonosome Y. Autrement dit, deux chromosomes sexuels X chez la femme, identiques, et un chromosome sexuel X et un chromosome sexuel Y chez l'homme. Oui, Marem, à lever la main. Oui, il faut ouvrir le micro. Je disais, quand on parle d'autosome, c'est X et gonosome, c'est Y. Non, non. Quand on parle de autosome, c'est Oui. pas X. Quand on parle de gonosome, même, c'est pas X. En réalité, c'est là où parfois vous faites des confusions. C'est-à-dire, quand on dit XY, XY, c'est juste des notations. Mhm. C'est juste une façon de noter les chromosomes. Mais tout le monde sait, et ça depuis la première, qu'un chromosome est constitué par deux chromatides séparés par un centromère. Maintenant, cette organisation du chromosome, si on la voit, on a l'impression que c'est un X que nous avons. Mais qu'un chromosome soit un chromosome, que ce soit un autosome, ou bien que le chromosome soit un gonosome, tous ces deux types de chromosomes sont des chromosomes avec deux chromatides séparés par un centromère. Donc, la forme, n'est-ce pas, du chromosome Y rappellera un X. La forme du chromosome X va rappeler un X. La forme d'un chromosome de la paire 20 ou de la paire 2 ou de la paire 5 rappellera également un X. Parce que c'est comme ça que le chromosome est conçu en fait. Donc l'aspect du chromosome, l'aspect qu'on montre le chromosome, c'est un aspect qui rappelle un X. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des X. Même les chromosomes sexuels qu'on appelle XY, ce n'est pas des chromosomes X. C'est juste la forme qui rappelle un X. Maintenant, pour les dissocier des autres chromosomes, on a, de façon conventionnelle, on les a appelés XY. Mais le chromosome Y n'a pas une forme en Y. Le chromosome Y a une forme en X, comme le chromosome X. Maintenant, la seule différence entre les deux gonosomes XY, c'est la taille. Le gonosome X a une taille beaucoup plus grande que le gonosome Y. C'est juste ça, fondamentalement, bien entendu, par rapport également aux gènes portés par le chromosome. Mais autrement, le chromosome Y a la même forme que le chromosome X. Et cette forme rappelle la forme justement X. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des X que nous avons. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire là. Parce que souvent, le problème, n'est-ce pas, revient sur la table. Donc, vous faites des amalgames à ce niveau-là.
Qui n'a toujours pas compris ce que je viens de dire? Awa, Wilan, a levé la main. Oui, Bonsoir, monsieur. bonsoir. J'ai pas bien compris. Pour X et Y. Oui. Bon, bon, je vais écrire peut-être sur l'écran, après je vais effacer, que tout le monde voit ce que je suis en train de raconter là. Donc, j'ai dit, quand vous avez un karyotype, tout le monde sait que les karyotypes montrent des chromosomes qui sont groupés par paire. Donc, on a, par exemple, une paire, comme ça, une autre paire, une autre paire, comme ça, et par exemple, une dernière paire, comme ça, supposons. Donc, supposons, je raisonne avec 2n égale 8. Donc, j'ai représenté ici un karyotype de 2n égale 8. Pourquoi égale 8? Parce que si je compte le nombre de chromosomes, ça me fait 8. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est ça, 2n égale 8. Maintenant, dans les 2n égale 8, j'ai des autosomes. Supposons pour moi, voilà mes autosomes. Donc, ça, ce sont des autosomes. OK? Et là, j'ai des gonosomes. Maintenant, ici, j'ai une paire, deuxième paire, troisième paire. Supposons ici, la quatrième paire, c'est la paire de chromosomes sexuels. Maintenant, supposons ça, c'est un karyotype de femme. Pourquoi? Parce que les deux gonosomes qui sont dans la quatrième paire sont identiques. Donc, pour moi, ça, c'est une femme. Maintenant, si je voulais faire la même chose pour l'homme, donc j'ai toujours la première paire, deuxième paire, troisième paire et quatrième paire. Donc, la première paire, deuxième paire, troisième paire, quatrième paire. Et pour l'homme également, bon, ça, je dis, c'est un homme. Donc, pour l'homme également, ça, ce sont des autosomes. Et ça, ce sont des gonosomes. Maintenant, si on regarde les autosomes de la femme et les autosomes de l'homme sont identiques. Donc, nous avons 3 paires d'autosomes identiques. Mais la seule différence au niveau du karyotype de la femme et de l'homme, c'est au niveau de la quatrième paire, où chez la femme, nous avons 2 gonosomes identiques, et chez l'homme, nous avons 2 gonosomes différents. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la même taille. Vous suivez? Donc, les 2 gonosomes de la femme sont identiques parce que ayant la même taille, donc même aspect. Au niveau de l'homme, les 2 gonosomes sont différents parce que n'ayant pas le même aspect. Maintenant, que le gonosome soit, ou bien que le chromosome soit autosome ou que le chromosome soit gonosome, si on regarde, nous avons toujours une forme qui rappelle un X. Toujours une forme qui rappelle un X. Parce que regardez, la forme des autosomes et la forme des gonosomes, surtout chez la femme, c'est la même chose. Même chez l'homme, c'est la même chose. C'est juste la taille, n'est-ce pas, qui diffère un peu au niveau de la quatrième paire, où le dernier chromosome homologue a une taille plus petite. Mais sinon, tous les chromosomes rappellent l'aspect d'un X. Ça, si je puis dire, c'est une coïncidence. Tout simplement. Parce que le chromosome, en réalité, est formé par 2 chromatides reliées au niveau de ce qu'on appelle un centromère. Et maintenant, l'aspect montré par le chromosome rappelle un peu un X. Mais ce n'est pas un X. Et il s'est trouvé aussi, si je peux dire également, par coïncidence,
que maintenant, les chromosomes sexuels, on les a appelés X. Ici, on a un X. Et là, un X. Vous suivez? Et chez l'homme, on a un X. Normalement, on devait mettre un X petite taille. Vous suivez? Maintenant, pour mettre la différence, on l'a noté Y. Donc, encore une fois, les X et les Y, ce sont juste une notation qu'on a donnée au gonozome. Mais il s'est trouvé, par coïncidence, que le X rappelle la forme du chromosome. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, attention, X, Y, ce sont juste des notations. Et d'ailleurs, on le verra en génétique. Parfois, pour les autres espèces différentes de l'espèce humaine, on peut changer de notation. Par exemple, chez les oiseaux, souvent, où, n'est-ce pas, le mâle est souvent homogamétique et la femelle hétérogamétique, pour les différencier, on change de notation. Au lieu d'utiliser X, Y, généralement, on utilise ZW, par exemple. C'est une façon juste de noter tout simplement les chromosomes et de montrer la différence qu'il y a entre eux. Mais la forme importe peu. Retenez que le chromosome soit autosome, que le chromosome soit gonosome, la forme est identique. C'est quoi? C'est deux chromatides séparés par un centromère. Et l'aspect que nous avons rappelle un peu l'aspect de la lettre X. Mais le chromosome, ce n'est pas des X. Maintenant, on les note X, Y pour pouvoir bien les identifier, pour pouvoir bien les distinguer. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, Awa a levé la main. C'est bon pour Awa, Ilan, Oui, c'est bon, oui. c'est clair. Bon, il y Oui. a aussi Ibrahima Diakhoumpa qui a levé aussi la main. Je ne sais pas si c'est bon aussi à son niveau. Oui, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que souvent le mâle est hétérogamétique et la femelle est homogamétique. Oui. Donc, il peut y arriver que parfois, Mhm. que la femelle soit hétérogamétique et le mâle homogamétique. Oui, Ah, d'accord. oui, bien sûr. Par exemple, chez les oiseaux, souvent, on a cette situation-là. Chez les oiseaux, certains oiseaux, le mâle, n'est-ce pas, contrairement à l'homme où le mâle est hétérogamétique, chez les oiseaux, certains oiseaux, c'est le contraire. Ou certains papillons, c'est le contraire. Certains insectes, c'est le contraire. Voilà. Et Oui, d'ailleurs, merci. voilà. Et d'ailleurs, le fait que, n'est-ce pas, le mâle, chez l'homme par exemple, le mâle soit hétérogamétique, c'est-à-dire ait deux gonosomes différents, et comme je dis, la différence, c'est surtout par rapport à la taille. C'est pas par rapport à la, voilà, hein, à la forme. Parce que pour l'aspect forme, les chromosomes ont la même forme. Forme qui rappelle un Y. Et qui rappelle un X plutôt. Mais ce n'est pas parce que maintenant, on a dit chromosome Y que le chromosome doit avoir une forme en Y. Non. Les chromosomes, tous les chromosomes, qu'on soit des autosomes ou gonosomes, c'est la même forme. C'est deux chromatides séparées par un centromère. Tout simplement. Ok. Maintenant, quand on dit que l'individu est hétérogamétique, comme chez l'homme, l'espèce humaine, chez l'homme, chez l'espèce humaine, cet individu-là, c'est lui qui va déterminer le sexe de l'espèce. Pourquoi? Parce qu'au moment de la gamétogenèse, il peut donner deux types de gamètes différents. L'homme peut donner un gamète à X ou bien un gamète à Y. Alors que la femme ne peut donner que des gamètes à X, parce que n'ayant que des gonosomes X. Donc du coup, lors de la fécondation, le zygote qu'on peut avoir, n'est-ce pas, peut avoir un sexe masculin ou féminin, dépendant de si c'est un gonosome X qui a fécondé ou un gonosome Y qui a fécondé chez l'homme. Donc, du coup, le sexe, n'est-ce pas, chez l'espèce humaine est déterminé par l'homme puisqu'il a des hétérochromosomes. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, je vais donc enlever ça. Donc, puisque maintenant tout le monde a saisi. Donc, on revient à l'exercice. Donc, comme je disais tout à l'heure, en regardant le pédigré, ce qui est le plus probable, n'est-ce pas, pour le mode de transmission, c'est de concevoir que c'est gonosomal, c'est-à-dire que c'est transmis par les chromosomes sexuels. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène à le dire?
Pourquoi en hérédité? Quand on voit un pédigré où un seul sexe est touché, c'est-à-dire soit le sexe masculin uniquement qui est touché par la maladie, ou le sexe féminin qui est uniquement touché par la maladie, qu'est-ce que ça nous... En fait, voilà, ça nous permet de dire que c'est gonosomal. Mais pourquoi on le dit? Oui, Ibrahima, je pense à lever la main. Ou c'était tout à l'heure? Bon, Ibrahima Diakoumba, si c'est tout... Ok, voilà. Donc, c'était tout à l'heure. Donc, ici, en réalité, tout à l'heure, j'en ai parlé au niveau, quand je donne les caractéristiques, en disant que c'est l'espèce humaine. Les autosomes sont identiques chez l'homme et chez la femme. L'homme et la femme partagent les mêmes autosomes. Donc, les 44 autosomes que nous avons chez l'homme, ce sont les mêmes 44 autosomes que nous avons chez la femme. Maintenant, si on a une hérédité qui était liée aux autosomes, c'est-à-dire l'allèle responsable, n'est-ce pas, soit porté par un des 44 chromosomes. Vous suivez? Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Que quand on regarde un pédigré, en principe, sachant que l'homme et la femme partagent les mêmes autosomes, la maladie devrait toucher indifféremment l'homme ou la femme, puisqu'on a ça en commun. Donc, la maladie ne va pas distinguer les sexes, sachant que tous les deux individus, hommes et femmes, ont les mêmes 44 autosomes. Donc, si la maladie est localisée au niveau d'un autosome, donc c'est clair que dans le pédigré, on pourrait avoir un homme malade, une femme malade. Mais quand le pédigré montre qu'un seul sexe est touché, donc ça veut dire indirectement que la maladie, c'est une maladie de sexe. Et quand on dit que c'est une maladie de sexe, donc automatiquement, ça nous renvoie au gonosome, sachant que la différence entre l'homme et la femme, c'est au niveau de ce sexe-là, justement. Et ce qui détermine ce sexe-là, c'est au niveau des deux paires, de la paire de gonosomes, des deux chromosomes sexuels, en l'occurrence, le chromosome X et Y. Donc voilà comment on justifie cela. Donc, quand on regarde le pédigré, en voyant que au niveau du pédigré, il n'y a que, n'est-ce pas, un sexe qui est touché, ça pouvait être uniquement les femmes touchées ou uniquement les hommes touchés, comme c'est le cas ici, automatiquement, on devrait, donc notre réflexion doit tout de suite nous mener à une hérédité, n'est-ce pas, gonosomale, donc liée au sexe. Parce qu'on constate au niveau du pédigré que c'est uniquement un sexe qui est touché. Et ici, en l'occurrence, c'est le sexe masculin qui est touché. Donc les femmes ne connaissent pas la maladie, les femmes ne sont pas inquiétées apparemment par la maladie. Et donc, si c'est le cas, on peut, n'est-ce pas, nous dire que c'est une hérédité qui est gonosomale. OK. Donc, si c'est bon, on va y aller. Voilà. Donc, mode de transmission. Donc, on va dire qu'on constate au niveau du pédigré, bon, ou bien d'abord, on peut même le dire, hein, parce que la question c'est quel est le mode de transmission le plus probable. Donc, on va dire le mode de transmission le plus probable est gonosomal, on va dire. Donc, bon, je change un peu de couleur. Donc, on va dire le mode de transmission le plus probable est gonosomal. Bien. Gonosomal. Gonosomal. Pourquoi gonosomal? Car on constate que c'est uniquement les garçons qui sont touchés par la maladie. Voilà. Donc, ceci suffit à le justifier. Donc, si on avait également dans le pédigré uniquement, n'est-ce pas, des femmes touchées, là aussi, le raisonnement serait pareil. Donc, ça nous amènerait à poser comme hypothèse que c'est gonosomal, puisque là aussi, c'est un seul sexe qui est touché. Donc, la maladie évite un sexe et touche un autre sexe.
Donc, c'est une maladie de sexe, donc liée au sexe. Voilà. Donc, voilà pour la deuxième question. Et on demande après la justification de donner les génotypes des individus 1, 2, 3, 5, 13 et 21. Donc, 21, en réalité, c'est Madame A. Donc, on va dire génotype. Bon, je prends un peu de couleur. Dire génotype des individus. Maintenant, si je prends l'individu 1, donc 1, c'est 1, 1. Maintenant, tout à l'heure, on avait posé que c'était récessif, que pour être récessif, il faut avoir donc l'allèle M. Pour le dominant, on avait l'allèle normal grand N. Maintenant, on sait que 1, c'est un homme. Donc, vu que la maladie, on a dit que c'était gonosomal, donc lié au chromosome X et Y, le 1, c'est un homme. Donc, ça veut dire que lui, comment on va écrire donc son génotype? Donc, déjà, on sait qu'il est comment, l'homme? Il a levé la main. Oui. Ou bien Awa Wilan. Oui. Ou même Aïcha Diop. Oui. Ici, grand 1 est sain. Oui. Il est sain, oui. Maintenant, comment on va écrire son génotype? Sachant que on a dit que le gène était porté par un gonosome. Donc, lui, c'est un homme. Il est sain. Donc, les hommes ont quel génotype? Ils sont comment? Y. Oui, mais Y, ils n'ont pas que Y. Ils ont quoi d'autre? Ils ont X et Y. XY. Voilà, donc Oui. on met XY puisqu'on a dit que c'était gonosomal. Donc, on met XY. OK? Mais sachant que l'allèle qui est récessif est noté petit m, OK? Et que, bon, là aussi, c'est un raisonnement qu'on pourrait faire. Si on regarde les garçons qui sont malades, si le gène était sur le... Parce que là, maintenant, la question, c'est de dire, OK, est-ce que le gène est sur X ou bien sur Y, sachant que ce sont les deux chromosomes sexuels. Donc, le gène est soit sur X, soit sur Y. Mais le gène ne peut pas être, le même gène en tout cas, ne peut pas être à la fois sur X et sur Y. C'est pas possible. Donc, le gène ne peut pas être écartelé entre X et Y. C'est pas possible. Soit il est sur X, soit il est sur Y. Donc, en tout cas, le même gène, hein, le même gène. Donc, et soit sur X ou soit sur Y, et pas sur les deux à la fois. Maintenant, comment on va savoir si le gène est sur X et sur Y, ou bien sur Y? Là aussi, très simple. On regarde les enfants malades, par exemple. On les compare avec leur père. Si on dit que le gène était porté par Y, sachant que les pères donnent à leurs garçons le Y. Donc, si l'allèle était localisé sur le Y, ça veut dire que un garçon malade doit forcément avoir un père qui est aussi malade. Vous me suivez? Donc, je répète, si la maladie ou l'allèle responsable de la maladie était porté par le gonosome Y, donc ça veut dire que tout garçon qui est malade devra forcément avoir son père malade, puisque c'est le père qui va lui donner le Y malade. Or, si on regarde le pédigré, en comparant les garçons et leur père, on voit que les garçons, certes, sont malades, mais leur père ne l'est pas. Et puisque le père ne l'est pas, sachant que le père leur donne le Y qui font qu'ils soient garçons, donc le gène ne peut pas être sur Y. Parce que si c'était le cas, un garçon malade doit forcément avoir son papa aussi qui est malade. Mais ici, tel n'est pas le cas. Donc, le gène ne peut pas être sur Y. Et donc, s'il n'est pas sur Y, il est sur X forcément. Donc, ici,
L'allèle malade qu'on avait noté petit m, on va le faire porter par X. Donc, ça nous permet de dire donc X, M, Y. OK? Mais si on fait X, M, Y, l'homme serait malade. Parce qu'on a dit que l'allèle malade était petit m. Or, le pédigré montre que 1 là, l'homme là, il n'est pas malade. Donc, le 1 ne peut pas porter l'allèle petit m. Parce que si c'était le cas, il serait malade. Donc, dans ce cas, on ne va pas écrire ça. Ce qu'on va écrire, c'est XM, XN plutôt, normal, Y. Et c'est ça qui permet de voir que l'homme est normal. Il n'est pas malade. Donc, s'il l'était, le X aurait porté l'allèle M. Mais puisque le pédigré montre qu'il est sain, donc forcément, il ne peut avoir que l'allèle normal N. Donc, le génotype de l'homme 1, c'est XNY. Parce qu'il est normal, il est sain. Il ne peut pas avoir l'allèle M. Ce n'est pas possible. Et sa femme, 2, donc 1, 2, elle aussi, elle est saine si on la regarde. Elle n'est pas malade. Mais vu que l'homme, son mari, n'a pas l'allèle malade, parce qu'on a dit Y ne porte pas, donc c'est X qui porte. Donc le X du mari n'a pas l'allèle malade. Donc comment on peut expliquer qu'il y ait des enfants malades, vu que déjà l'homme n'a pas l'allèle malade? Donc ça veut dire que c'est la femme qui a l'allèle malade en elle. Donc, dans ce cas-là, on a XX pour la femme. Maintenant, dire que la femme a les allèles malades pourrait nous faire amener peut-être à dire X petit m, X petit m. Parce qu'elle a les allèles malades. Mais si on écrivait comme ça X petit m, ça voudrait dire que la femme serait malade. Parce que quand un individu porte l'allèle récessif, pour que la maladie se manifeste, il faut que l'individu soit homozygote. Donc, que l'individu soit homozygote. Donc, race pure. Donc, ici, race pure, ici, donc, c'est MM, XM, XM. Mais dans ce cas-là, la femme serait malade. Mais vu que le pédigré ne montre pas que la femme est malade, elle est en apparence saine. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas les deux allèles à la fois, malade à la fois. Elle a juste un allèle malade et un allèle normal. Donc, du coup, au lieu de l'écrire comme ça, donc, on va écrire X grand N, X petit m. Donc, la femme, ici, elle est une porteuse saine. Elle porte l'allèle M, mais vu que l'allèle M est récessif devant l'allèle N, donc le fait de voir la présence de l'allèle grand N suffit pour que la femme ne soit pas malade, puisque c'est le grand N qui va déterminer le phénotype de la femme. D'où le caractère sain de la femme. Mais elle a en elle l'allèle malade qu'elle va malheureusement donner à ses garçons. Oui, Marème, non, Tchaba, déjà lui qui avait levé en premier la main. Oui, il faut ouvrir le micro. Monsieur, Oui. comment on fait pour savoir sur le chromosome, ça porte le numéro N ou ça porte le numéro M? C'est toi qui vas faire tes propres initiatives ou pas? Non, non, ça on l'a dit dès le début. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a établi les règles de dominance, maintenant, la convention voudrait que l'allèle qui est dominant ou considéré comme dominant, on l'écrive par une lettre majuscule. L'allèle qu'on considère comme étant récessif, on l'écrit par une lettre en minuscule. Petit M. Voilà. Ça, on l'a Donc, réglé on pourrait depuis. mettre ici. Oui? Allô. Allô, oui? On a réglé depuis. Moi, je voulais savoir, jusque sur la place de petit M, on pourrait mettre une autre lettre. Une autre lettre Oui. pour le petit m. Oui. Oui. Là, c'est à nous de voir. Donc, les lettres, on peut les fixer comme nous voulons. Par exemple, quelqu'un d'autre peut dire, OK, le syndrome de Lesch-Nyhan.
Pour lui, il l'appelle S, syndrome S, donc petit S. Pour lui, petit S, c'est l'allèle malade. Et grand S, il peut mettre l'allèle sain. Donc, les allèles, on peut les poser comme nous voulons. Mais dès l'instant qu'on a posé nos allèles, on les a nommés, on ne change plus. Donc, c'est le même raisonnement qu'on va tenir jusqu'à la fin. Mais il faut préciser au correcteur que moi, l'allèle tel, je l'appelle comme ça. L'allèle tel, je l'appelle comme ça. Donc, voyez. Donc, nous, dès le départ, donc, nous avons appelé, voilà. Donc, voyez. Donc, ici, on a dit, donc, l'allèle malade, on va l'appeler. C'est nous qui avons décidé de l'appeler M. L'allèle normal, on a décidé de l'appeler grand N. Voilà. Donc, voyez. Ça, c'est nous qui avons décidé de le faire. Et on a montré au correcteur que l'allèle malade, qui est responsable donc du syndrome, nous, on l'a appelé petit m. Et que l'allèle normal, nous, on l'a appelé grand N. Ça, c'est vous qui choisissez comment vous appelez vos allèles. Mais là, j'ai essayé de respecter la convention. Donc, pour moi, malade, j'ai mis le M de malade pour l'allèle. Normal, j'ai pris le N de normal, j'ai mis grand N. Mais ça, c'est vous qui le fixez dès le départ. Mais dès l'instant que je fixe, je ne change plus. Quelqu'un, comme je dis, pouvait dire, pour moi, allèle, le syndrome, je l'appelle allèle malade, pour moi, c'est petit s. Pourquoi j'ai mis petit s? Parce que j'ai d'abord démontré que l'allèle était récessif, pour respecter la convention. Et que donc l'allèle sain, donc je l'appelle grand S, pour respecter toujours la convention, majuscule. C'est juste ça. Oui, Adama? Adama Ndiaye, je vais lever la main aussi. Ou bien sinon, Awa? Awa, vas-y, Awa Willan. Monsieur, Oui. j'aimerais savoir si le Y, c'est parce que c'est évident qu'il porte l'allèle normal qu'on n'écrive rien ou pas. Non, non. C'est pas parce que le Y porte l'allèle normale qu'on n'écrit rien. Y ne porte ni l'allèle normal, ni l'allèle malade. Y, pour cette maladie-là, Y ne porte aucun allèle de ce gène. Donc, Y n'est là que pour la figuration. Mais Y ne va nullement intervenir en quoi que ce soit parce que le gène n'existe pas au niveau de Y. Mais on ne peut pas ne pas écrire Y puisque l'individu a deux gonosomes. Donc, il va juste accompagner le gonosome X, mais il n'interfère pas, il ne porte aucun allèle de ce gène-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est normal qu'on n'a rien mis sur Y. Non. Y ne porte pas l'allèle du tout. Est-ce que c'est clair aussi à ce niveau-là? D'accord, merci. Voilà. Oui. Oui, c'est Awa? bon, merci. D'accord. Oui. Oui. Awa? Monsieur, Oui. si la maladie est portée à la fois Mhm. les garçons et les filles, comment on fait le mode de transmission? Je veux dire, généralement, au niveau des pédigrés, si on voit une maladie qui touche aussi bien les filles que les garçons, l'hypothèse la plus plausible ou probable, c'est de dire que c'est autosomal dans la mesure où hommes et femmes ont exactement les mêmes autosomes. D'accord. Donc, si une maladie est autosomale, elle ne fait pas de sélection de sexe. La maladie touche indifféremment hommes et femmes à la fois. Mais D'accord, c'est sous réserve de le démontrer, parce qu'il y a une façon de le démontrer. Donc, certainement, n'est-ce pas, dans les exercices à venir, n'est-ce pas, ou même avec M. Diouf, peut-être on va revenir sur ça. Donc, il y a une façon de le démontrer. Parce qu'on appelle donc le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer une chose vraie et on va démontrer le contraire. Ou bien, je le fais, parce que je vais le faire, vous allez comprendre.
Je pense que je vais le faire. Vous allez voir un peu. Voilà, je change carrément de feuille, comme ça je vais pouvoir effacer tranquille. Maintenant, si on regarde ces pédigrés, ok? Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est autosomal? Est-ce que c'est autosomal ou gonosomal? Par exemple. Maintenant, je dis, OK, je vais faire un raisonnement par l'absurde. Ça veut dire quoi? Je vais supposer que le gène est porté par Y. Donc, je dis, supposons que le gène est sur Y. Mais dire que le gène est sur Y, qu'est-ce que cela implique? Sachant que chez l'espèce humaine, les gonosomes Y, c'est uniquement les hommes qui ont le gonosome Y. Les femmes n'ont pas le gonosome Y. Les filles n'ont pas le gonosome Y. C'est uniquement les hommes et les garçons qui ont le gonosome Y. En regardant le pédigré, on voit que c'est uniquement les garçons ou les hommes qui tombent malades. Il n'y a aucune fille malade. Donc, si on dit, OK, supposons que c'est porté par le gonosome Y. Si c'était le cas, tout garçon malade dans cette famille-là doit forcément avoir son père malade. Parce que la maladie ne peut pas sauter le père et venir chez le garçon, sachant que c'est le père qui donne le Y malade au garçon. Donc, si le garçon est malade du fait du Y, forcément, le père sera également malade du fait de ce même Y qu'il a donné. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, puisque le pédigré ne montre pas cela, on voit que les garçons sont malades, mais leur père, jamais malade. Donc, du coup, le fait de supposer que le gène est porté par Y ne tient pas la route, parce que ça ne peut pas se justifier. Ce n'est pas recevable, cette hypothèse. Dans la mesure où on ne peut pas avoir des garçons malades et qu'on dise que le gène est porté par Y, le Y qui a rendu ces garçons malades provient du père et que ce dernier lui-même n'est pas malade. Ce n'est pas possible. Donc, le gène ne peut pas être sur Y. Et donc, on écarte Y. Donc, on avait supposé que c'était vrai sur Y. Et là, on vient de démontrer que ce n'est pas possible. Donc, on dit que Y, l'hypothèse n'est pas recevable. Vous suivez? Donc, hypothèse non recevable pour ici. Hypothèse non recevable. Maintenant, on avance, on dit, bon, d'accord. Maintenant, supposons que le gène soit porté par un autosome. Supposons que le gène est sur un autosome. Voilà, à ce stade-là, on ne peut pas préciser de quel autosome il s'agit. Est-ce que c'est la paire 2, la paire 4, la paire 5, la paire 6, on ne peut pas. Mais tout ce qu'on sait, que ce soit sur la paire 1, la paire 2, la paire 20, la paire 22, ce sont des autosomes. Voilà. Donc ici, on ne peut pas préciser à cette étape-là, à moins qu'on donne des informations complémentaires, mais à cette étape-là, on ne peut pas préciser le type, n'est-ce pas, ou l'autosome en question. Mais on sait juste que c'est sur un autosome. Donc, de la première paire à la 22e paire. Donc, le gène est là-bas, en tout cas, quelque part. Maintenant, si c'était le cas, d'abord, j'ai dit tout à l'heure que quand une maladie est autosomique, généralement, les deux sexes sont touchés. Parce que la maladie ne va pas faire de la sélection, ou bien ne va pas faire de la discrimination. Toucher les filles, non, alors que les deux ont les mêmes 44 autosomes. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, donc, mais on va raisonner. On dit, OK, maintenant, si c'est vrai, sachant que déjà, nous, à l'entame, on avait démontré que le gène était récessif. L'allèle responsable
de la maladie était récessif. Ça, on l'avait démontré. Donc, l'allèle responsable était récessif. Bon, maintenant, or, quand un allèle est récessif, pour que la maladie ou l'allèle responsable est récessif, pour que cette maladie se manifeste, il faut forcément que l'individu soit homozygote. Parce que dès l'individu est hétérozygote, il ne pourra pas être malade à cause de l'allèle normal dominant qui va empêcher la maladie. Donc, pour dire qu'une personne est malade, forcément, il faut que l'individu ait justement les allèles, on va dire, malades. Vous suivez? Maintenant, si c'est le cas pour ce pédigré-là, bon, ce pédigré est assez particulier, mais bon, on va quand même voir. Si c'est le cas, on voit que les garçons sont malades, mais tout malade, forcément, est MM. Tout malade est MM. Donc là, vous voyez que je n'ai pas utilisé X ni Y parce que j'ai considéré que ce n'est pas gonosomal. Donc je ne vais pas manipuler des X et des Y. Donc je vais juste manipuler les autosomes et l'écriture la plus simple, c'est juste les facteurs que j'utilise. Donc le facteur M que j'utilise. Donc ici, j'ai dit tout malade, forcément MM. Parce que pour être malade, il faut être homozygote. Et pour être homozygote, il faut avoir que les deux allèles récessifs pour que la maladie se manifeste. Donc, le garçon, si je prends maintenant le garçon 7, le garçon 8, le garçon 9 ou le garçon 10, il est malade. Donc, forcément, il est MM. Il est MM. Donc, pour être MM, le garçon doit recevoir de son père l'allèle M et de sa mère l'allèle M. Les deux allèles du père et de la mère réunis feront que les enfants seront malades. Donc, ça veut dire que le père va donner l'allèle M, la mère va donner le deuxième allèle M au niveau des enfants. Donc là, on va dire c'est le père. Là, on va dire c'est la mère qui donne ça. Donc, du coup, déjà le père, lui, il a déjà M. La mère aussi a déjà M. Mais si on regarde le père et la mère, ils ne sont pas malades. Ils sont normaux. Mais si le père n'est pas malade, forcément, il n'est pas MM comme son enfant. Si la mère n'est pas malade, elle n'est pas forcément MM comme son enfant, parce que sinon, elle serait MM. Donc, le père, pour être sain, forcément, il doit être M, grand M. Donc, on va dire grand N, normal. Bon, je dis grand N. Et la maman également est grand N. Là, on voit que l'hypothèse marche. Parce qu'on voit que les enfants qui sont malades, les garçons qui sont malades, OK, ils ont un père qui est sain, une mère qui est saine. Mais le père et la maman sont des porteurs sains. Et le pédigré montre effectivement que ce couple-là n'est pas malade, mais a l'allèle malade. Donc là, il semble que l'hypothèse soit recevable. Hypothèse recevable. Parce que le pédigré montre effectivement que c'est possible que les garçons, les malades, soient MM et que les parents de ces malades-là soient hétérozygotes. Donc NM. Donc ici, hypothèse recevable. Et enfin, supposons que le gène soit sur X. Que le gène est sur X. Maintenant, si on dit que le gène est sur X, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que les hommes ne peuvent pas être X malades. Parce que, comme j'ai dit, le gène est soit sur X, soit sur Y, quand on a affaire au gonosome.
le gène ne peut jamais être écartelé entre X et Y si on a affaire à des gonosomes. Donc tout à l'heure, le raisonnement était exclusivement basé sur Y. Maintenant, le raisonnement va être exclusivement basé sur X. Donc Y, on va l'écarter. On ne va pas s'en occuper. Même s'il est là, il ne va pas porter l'allèle. Parce que le gène ne peut pas être à la fois sur X, Y. C'est impossible. Ça, il faut le retenir. Voilà, une bonne fois pour toutes. Maintenant, si c'est le cas, le gène, on a dit, est porté par X. Maintenant, on voit que les garçons sont malades. Or, les garçons malades, bon, je vais m'écrire. Donc, on va dire, les garçons malades, ils sont X, M, Y. Donc le Y n'intervient pas dans la détermination du phénotype. Donc, c'est un chromosome neutre ici. Donc, le phénotype sera déterminé par ce que X va porter. Et X ici porte l'allèle malade. Donc, puisque X porte l'allèle malade, du coup, la personne va être forcément malade. De la même manière, les hommes normaux, on va dire, les hommes normaux, ils ne sont pas malades. Donc, eux, ils sont XNY. Donc, tout à l'heure, quelqu'un a dit, est-ce que c'est pas parce que Y porte l'allèle normal que non? Ici, Y ne porte pas. Y, c'est un accompagnant. Donc, tous les hommes normaux aussi sont XNY. Y n'intervient pas. Donc, c'est uniquement le XN qui détermine le phénotype normal. Ça, c'est une particularité chez l'homme qui est hétérogamétique. Quand on est hétérogamétique, le chromosome porteur de gène ou de l'allèle, quel que soit le type d'allèle porté par le chromosome, ça va s'exprimer sur le génotype parce que Y n'intervient pas pour quoi que ce soit. Donc, tout va dépendre de ce que le X porte. Si le X porte l'allèle récessif, c'est lui qui va donner le phénotype. Si X porte l'allèle normal, c'est lui qui va donner le phénotype. Donc, ici, les hommes malades sont XMY, les hommes normaux sont XNY. Vous suivez? Maintenant, si on prend le garçon ou les garçons 6, 7, 8, 9, 10, 12 qui sont malades, donc ils sont XMY. Or, le Y qu'ils ont eux, le Y qu'ils ont ici, c'est leur père qui leur donne le Y. Donc, et le X qu'ils ont, c'est la mère qui leur donne le X. Vous voyez? Donc, vu que le père de ces garçons-là est normal, le père sera donc X avec l'allèle normal et Y qu'il a donné. La maman, déjà, on sait qu'elle a donné un X malade. Donc, déjà, elle a XM. Mais quand on la regarde, elle n'est pas malade. Elle est saine. Donc, elle a l'allèle normal également. C'est ça qui fait qu'elle est saine. Parce qu'autrement, elle devrait être XM, donc homozygote. Et dans ce cas-là, elle serait effectivement malade. Mais du fait qu'elle n'est pas malade, donc ça veut dire qu'elle a l'allèle normal en elle qui l'a protégée contre la maladie. Donc, du coup, elle est normale, phénotypiquement. Et là aussi, si on le voit, ça marche au niveau du pédigré. Donc là aussi, l'hypothèse est recevable. Hypothèse recevable. Et donc, du coup, on se retrouve avec deux hypothèses recevables. L'hypothèse, n'est-ce pas, qui consiste à dire que le gène est autosomal, était recevable. L'hypothèse qui consiste à dire que le gène est gonosomal X est également recevable. Mais on sait que il faut qu'on puisse trancher parce que le gène Muntanek à la fois sur X et sur les autosomes. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle la question qu'on a posée, c'était de dire quelle est la transmission la plus probable. Quel est le mode de transmission la plus probable? Donc, c'est juste, parce que c'est sous-entendu, n'est-ce pas, du fait qu'on peut avoir les deux possibilités. La possibilité que ce soit gonosomal X
et la possibilité que ce soit autosomal. Les deux cas de figure pourraient marcher. Mais entre les deux, quelle est la plus probable? Et c'est là où justement, ce qu'on avait dit au début vient sur la table. Oui, Awa, à lever la main. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qu'on avait dit pour la justification revient sur la table. C'est-à-dire, on sait que si c'était une maladie autosomale, la maladie ne pourrait pas épargner les filles. Les filles, dans cette famille-là, on devrait au moins avoir une fille malade. Au moins une fille. Ne serait-ce que ça. Mais on voit qu'il n'y a aucune fille qui est malade. Donc, il est plus probable, n'est-ce pas, de concevoir une hérédité où la transmission se fait avec le gonosome X qu'avec les autosomes. Parce que si c'était vraiment le cas, on devrait au moins avoir dans cette famille-là une fille malade. Regardez combien de générations, mais aucune fille malade. Donc la maladie ne peut pas être aussi clémente que ça, d'épargner les filles et de toucher que les garçons. Donc l'hypothèse consistant à dire que c'est autosomal ne peut pas tenir la route. En tout cas, il est très peu probable comparé à l'hypothèse qui voudrait que ce soit gonosomal. Parce que là, on comprendrait le fait que la maladie puisse sauter les filles et ne toucher que les garçons. En disant que c'est une maladie qui est liée au sexe. Est-ce que tout le monde me comprend maintenant? Donc, ce type de raisonnement, dans ce qu'on appelle donc le raisonnement par l'absurde. Donc, quand on vous donne un pédigré et qu'on vous demande de dire est-ce que c'est autosomal ou gonosomal, voilà la démarche généralement qu'on attend pour la démonstration, pour montrer que c'est autosomal ou non. Donc là, on passe par le raisonnement par l'absurde, on fait des suppositions et on essaie de vérifier ou de démontrer est-ce que c'est vrai ou pas. Maintenant, s'il s'avère que la démonstration soit en porte-à-faux avec l'hypothèse, cette hypothèse n'est pas recevable. Mais si on voit que ça corrobore l'hypothèse, là, on le reçoit. Oui, Habib a levé la main. Monsieur, mais ce travail, on le fait au brouillon ou bien? Non, non, ce travail, on le fait dans le sujet, sur la copie. Parce que ici, faites un raisonnement. Il faut qu'on voit la démarche, la logique que vous avez utilisée pour parvenir au résultat. Donc, ce n'est pas au brouillon qu'il faut le faire. Hein. On le fait sur la copie. Bon, là, j'ai écrit de façon brouillon et tout, mais sur la copie de façon structurée. N'est-ce pas? En prenant hypothèse par hypothèse. Oui, d'accord. OK. Oui, D'accord. c'est bon? Voilà. Oui. Donc, voilà, oui, quelqu'un d'autre, c'est bon? Donc, voilà, chers élèves, ce qu'il faut comprendre. OK? Donc, je répète encore. Pour le cas, oui, Awa? Oui, Awa? OK. Donc, pour le cas de l'hérédité gonosomale, toujours, il faut, si vous dites que c'est gonosomal, il faut chercher aussi à montrer sur quel gonosome l'allèle se trouve. Est-ce que l'allèle est sur le gonosome X et est-ce que l'allèle est sur le gonosome Y? Donc, ça, il faut bien le retenir. Donc, c'est ce que donc, je voulais vous montrer. Bon, maintenant, je pense que si c'est bien compris, donc je vais effacer tout ça. Donc, et revenir. Voilà. Sur. OK. Voilà. Maintenant, je disais. Donc, là, on voit que l'hypothèse la plus plausible, c'est de considérer que c'est gonosomal X. Maintenant, si c'est gonosomal X, comme j'ai dit, donc les hommes normaux seront XNY, forcément, parce que comme on a dit, Y ne porte pas le caractère. Donc, le phénotype, n'est-ce pas, sera déterminé par l'allèle porté par le X. Si l'homme est normal, c'est parce qu'il a l'allèle normal. Si l'homme est malade, c'est parce qu'il a l'allèle malade. Tout simplement. Maintenant, les femmes, elles sont saines parce qu'elles ne sont pas malades. Le pédigré ne nous montre pas en tout cas. Et maintenant, si elles étaient malades, elles seraient XM, XM. Et là, on voit qu'elles ne le sont pas. Donc, forcément, elles sont hétérozygotes. Donc, elles sont XN, XM. Donc, voilà pour... Voilà. Et maintenant, pour le 3. Le 3, donc c'est le 2, 3.
Donc, le 2-3. Là, maintenant, quelqu'un va me donner le génotype de 2-3. 2-3, je rappelle que c'est un garçon. Donc, il est XY. Donc, comment il sera? Oui, Adama? C'est XMY. X, MY. M. XM. Voilà, X petit m. Y. Très bien. Donc, ici, on aura X petit m, Y, parce qu'on voit qu'il est effectivement malade. Donc, puisqu'il est malade, c'est-à-dire qu'il a l'allèle malade. Donc, le M. Et vu que donc Y n'intervient pas, du coup, le garçon est malade. Donc, c'est la maman qui l'a contaminé, qui l'a transmis, n'est-ce pas, la maladie. Donc, ici, on parle de vectrices. Donc, ici, les femmes sont des vectrices. Donc, ils transmettent la maladie à leur garçon. Et donc, le 5 aussi, c'est une femme qui est saine. Donc, 2-5. Donc, comment sera le 2-5? Oui, Souadou. Elle peut avoir, Mhm. elle peut avoir deux génotypes différents. Mm. OK. Ah bon? Quels sont les deux XN, génotypes? XN? elle peut avoir XN sur XM Mhm. ou XN sur XM. XN sur XN. C'est ça, hein, vous dites, hein? Vous voyez ce que j'écris, hein? Oui, Vous voyez ce que j'écris? oui, XN, vous dites, oui, oui. ou XN, XM, c'est ça? XN, XM. Oui, c'est XN, Oui, XM, c'est ça, hein? Voilà, maintenant, regardons. Pourtant, oui, on peut trancher ici, dans la mesure où le 2-5 là provient du couple 1-1-2. On est d'accord? oui, Provient du couple 1-2. Maintenant, il provient du couple 1-2. Bon, on sait que le 1-2, effectivement, la femme pouvait lui donner, voilà, un X normal, ou bien la femme pouvait donner un X malade. Mais oui, sachant que, donc, ce que je souligne là, c'est ce que la femme peut lui donner. Donc, la femme peut lui donner ça ou ça. Le père, lui, on sait, il est normal. Le père ne peut donner que ça, XN, XN. Donc, c'est la maman qui peut soit lui donner un XN ou bien un XM. Ouais, d'accord. Mais, ça, c'est vrai. Mais cette femme-là, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants, notamment des filles. OK? Et deux de ses filles se sont mariées et ont donné des garçons qui sont malades. Mais si la femme, n'est-ce pas? Donc, ici, on doit pouvoir trancher. Est-ce qu'on va mettre XN, XN ou XM, XM? Sachant que, n'est-ce pas, cette femme-là a eu 3 filles. OK? Ces 3 filles se sont mariées et ont eu des enfants dont les garçons sont malades. Donc, dire que on a XN, XN, donc ça veut dire que on n'aurait pas la possibilité d'avoir des garçons sur la deuxième génération, donc d'être malade. Donc, le génotype le plus plausible permettant de faire passer la maladie à la génération suivante, c'est le génotype où on a l'allèle malade en dormance chez la femme. Parce que si elle était XN, ça veut dire que les descendants de cette famille-là risqueraient ou bien pouvaient avoir des enfants non malades. Or, cette femme-là a bel et bien, n'est-ce pas, ses petits-fils qui sont malades. Donc, la maladie provient de leur grand-mère. Mais si on avait mis XN, donc ça veut dire que ces garçons-là, sachant que, n'est-ce pas, les filles ne développent pas la maladie, donc ces garçons-là ne seraient pas malades. Donc ici, le génotype le plus probable, n'est-ce pas, c'est XN, XM. Sachant que ce gonosome malade pourra être transmis, n'est-ce pas, aux petits-fils qui, justement, effectivement, sont malades. Donc ici, le génotype le plus probable, c'est de concevoir que nous avons XM, XN. Donc XN, XM. Mais la femme, elle n'est pas malade, elle est saine, mais elle est porteuse. Et c'est ça qui va transmettre, n'est-ce pas, à ses petits-fils. Puisque si on regarde la femme
la femme n'avait pas de garçon. Peut-être que si la femme avait un garçon, on aurait vu la maladie. Mais si on regarde, n'est-ce pas, les enfants que la femme a eus, elle n'a eu que des filles. Elle n'a pas eu de garçon. Mais si elle avait eu un garçon, ce serait beaucoup plus précis de dire que donc là, très sûr, on saura que c'est XN, XM. Mais on peut toujours le dire dans la mesure où on ne pourrait pas après expliquer, si on avait considéré XN, XN, que ses petits-fils soient malades. Donc la maladie provient de leur grand-mère. Et pour cela, il faut que la grand-mère puisse avoir l'allèle malade en elle. Oui, Rabiatou, qui a levé la main. Mais monsieur, les Mhm. les petites filles de 2-5 se sont Les- mariées. Se sont mariées. Oui, Peut-être oui, que, peut-être que la justement, descendance de... justement, parce que déjà, regarde, si les filles de 2-5 se sont mariées, donc c'est la fille 13, la fille 15, la fille 17 et la fille 19. Elles se sont mariées. Mais regardez, toutes ces filles-là ont eu des garçons malades. Mais on sait que les maris de ces femmes-là ne sont pas malades. Ils n'ont pas l'allèle malade. Sinon, ils seraient malades, vu qu'il n'y a que le chromosome X, il n'y a pas, le chromosome Y n'intervient pas. Donc, ça veut dire quoi? Les garçons qui sont malades, qu'est-ce qui leur a donné la maladie? Vu que leur père ne peut pas leur donner la maladie, c'est leur mère. Mais ces mères-là proviennent de quelle femme? De la femme 5. Donc, forcément, ces mères ont reçu de la femme 5 l'allèle malade. Donc, du coup, la femme 5 ne peut pas être XN, XN. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc ici, c'est un exercice où il faut vraiment raisonner. C'est un raisonnement. C'est important. Il faut savoir raisonner. C'est bon? Oui, Aïcha a levé la main. Bon, après, il faut qu'on avance après, sinon. Oui, Aïcha, oui. Oui, mais c'est bon, je voulais juste répondre. C'est bon. Oui. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour cette femme-là, on ne peut pas envisager le génotype XN. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas après expliquer pourquoi ses petits-fils sont malades. Donc, les petits-fils ont été malades parce que tout simplement, leur grand-mère avait en elle l'allèle malade qu'elle a transmis à ses filles et que ce sont ces filles-là qui l'ont transmis en retour à leurs garçons qui malheureusement sont tombés malades. Donc, le génotype XN n'est pas un génotype qu'on peut recevoir. Maintenant, on continue. Donc, après, nous avons le 13. Donc, oui, 3-13. 3-13. Donc, 3-13, c'est une femme. Donc, la petite fille ou bien la fille de 2-5. Donc, elle doit être comment? Forcément. Pour avoir un garçon 23 malade. Oui, Adama? XM, XN. Voilà, X, vous Petit dites? M, X grand N. Voilà, X petit M, X grand N. Mais il faut toujours commencer par l'allèle dominant. Donc, quand vous écrivez un génotype, ne commencez pas par l'allèle récessif. C'est vrai que ce n'est pas faux, mais c'est une question de présentation du génotype. Donc, toujours, l'allèle dominant, on le met devant, l'allèle récessif, on le met derrière, pas le contraire. Okay. Donc, ici, cette femme-là, forcément, elle doit être X grand N, X petit m. Parce que sinon, on ne pourrait pas expliquer pourquoi son garçon 23 soit malade. Donc, c'est elle qui lui a donné l'allèle malade XM. Donc, elle est normale, phénotypiquement, parce qu'elle n'est pas malade. Donc, elle a en elle l'allèle malade. Donc, forcément, elle est XN, X petit m. C'est bon? Et maintenant, enfin, nous avons Madame A, qui est donc 21. Donc, c'est-à-dire, OK, c'est 4-21. 4-21. Donc, c'est Madame A. Madame A, elle doit être comment? Vu que c'est la fille de 3-13. Pour Madame A. Oui, Adama? On ne peut pas déterminer son génotype par
Exact, vu que on ne sait pas encore c'est quoi, si le fœtus porte la maladie ou pas. Très bien. Puisque ici, elle est en état de grossesse. Son enfant, n'est-ce pas, elle est en donc la grossesse est en cours. Elle est en grossesse. Mais on ne sait pas ce que le bébé sera. Donc, puisque à ce niveau-là, on ne peut pas encore trancher, là, justement, on peut envisager les deux éventualités. C'est-à-dire considérer que Madame A, donc c'est 421, pourrait être XN, XN, ou bien elle peut être également XN, X, petit m. Là maintenant, pour trancher, il va falloir peut-être s'intéresser, n'est-ce pas, à son enfant qui va naître. Et cet enfant-là qui naîtra nous permettra d'avoir une idée claire sur son génotype. Mais à ce stade-là, il faut envisager donc les deux possibilités. Donc XN, XN ou XN petit, X, petit m. Donc voilà, ces élèves, n'est-ce pas, les génotypes. Bon, maintenant, on va avancer. Bon, rapidement. Maintenant, troisièmement, on demande pour quelle raison est-il peu probable de rencontrer une fille malade? Oui, Adama? Le père de la fille devrait être malade, donc de génotype X, X petit m Y, et sa mère devrait être de génotype X grand N, X petit m. Non, non, attention, parce que là, on a généralisé en fait. Donc la question c'est pourquoi, voilà, pourquoi, on va dire, il est peu probable, Ah, j'ai compris. voilà, peu probable de voir une fille malade. Euh, vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît. Oui, sur le pédigré, hein? Mhm. Non, là, après, avant le pédigré. Sur le texte que j'ai écrit ou bien sur Non, l'épreuve? l'énoncé. Sur L'énoncé, l'énoncé. l'énoncé. Oui. Oui. Là, on a dit que le syndrome est, est très grave car entraîne généralement la mort avant la puberté. Du Mhm. coup, genre, avant que, euh, avant que la personne Mhm. atteigne la puberté, elle sera déjà morte. Donc, il est peu probable que voilà, il faut que son père soit malade et que sa mère soit au moins hétérozygote. Mm. Oui. Réaction, Aïcha? Pourquoi il est peu probable de voir une fille malade? Non, parce que dans l'énoncé, on a dit que Mhm. la maladie entraîne généralement la mort avant la puberté et Mhm. que pour qu'une fille soit malade, il doit avoir un père malade. Et que si la maladie qui entraîne la mort avant la puberté, Mhm. un, gar- un garçon malade n'aura pas le temps d'avoir un enfant. Genre, Mhm. comment l'expliquer? Bon, euh, je vois un peu. Qui d'autre? Rabiatou, après on va harmoniser. Oui. Pour qu'une fille soit malade, Mhm. il faudrait qu'elle ait un père malade. Alors que dans la Attends, tu dis pour qu'une fille soit malade. malade, Oui. oui, il faut qu'elle ait un Il faut père qu'elle malade, ait un père. malade. Oui. Alors que dans la toutes les filles, tous les pères non, tous les pères ne sont, les pères sont sains. Oui. Donc, on ne peut pas avoir une fille malade. Oui. Bon, c'est mal formé. Bon, donc, euh, c'est pas vraiment. En fait, c'est ce que vos camarades en fait, ont essayé d'expliquer. Bon, c'est malin de le dire.
Effectivement, parce que si on regarde ce que l'ENOS nous dit par rapport à ce syndrome, donc on dit que généralement, la personne qui l'a, n'est-ce pas, meurt avant la puberté. Donc, avant d'être la puberté, la personne meurt. Or, pour avoir une fille, comment on appelle ça, pour que une fille soit malade, parce que la maladie étant homozygote récessif, il faut que ce soit homozygote récessif, parce que là, est récessif. Donc, il faut que le père soit malade et que la mère soit malade, par exemple, porteuse, ou même malade. Maintenant, le père, même porteuse, on va dire porteuse, le père ne pouvant pas être malade jusqu'à l'âge de la puberté, parce qu'il va mourir avant, comment donc ce père-là, qui va mourir, pourrait donner une fille malade, sachant que la mère de la fille peut être porteuse, c'est vrai, mais pour qu'elle-même soit malade, il faut que le père soit malade et la mère prenne porteuse. Donc, il faut que les deux lui donnent l'allèle malade. Mais le père qui doit lui donner l'allèle malade, lui, il ne pourra pas tenir jusqu'à la puberté. Donc, du coup, il est très peu probable de trouver une fille malade, à cause du fait que le père qui va être malade, qui devait lui donner aussi l'allèle malade, ne peut pas survivre jusqu'à la puberté. Donc, c'est pas voilà, probable de trouver une fille qui est malade. Bon, c'est un bon raisonnement qu'on peut retenir, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire, donc, il est très peu probable d'avoir une fille malade, car pour cela, il faut que le père soit malade et lui transmette l'allèle malade. Ce qui est impossible, car les malades meurent avant la puberté. Voilà. Donc voilà pourquoi il est très peu probable que justement que les filles soient malades, parce que pour cela, il faut forcément qu'ils aient un père malade. Bon, pour la mère, c'est pas trop important, parce qu'elle peut être porteuse, c'est pas un problème. Mais le problème fondamentalement, c'est au niveau donc des pères malades, parce que ces pères-là ne pourront pas survivre jusqu'après la puberté. Donc, du coup, ils ne pourront pas engendrer, n'est-ce pas, des filles qui soient malades. OK, maintenant, OK. Maintenant, la quatrième question, on dit, comment, OK, expliques-tu que seul l'un des jumeaux, donc 26 et 27, soit malade? Quels sont leurs génotypes? Donc, on va dire ici, pourquoi un des jumeaux, pourquoi seul un des jumeaux est malade? OK? Maintenant, qui peut nous éclairer? Bon, là, on va revenir sur le pédigré. Voilà, donc si on regarde, on voit que génération 4, nous avons ici donc nos deux jumeaux qui sont là. Nos deux jumeaux sont là. Donc 26 et 27. On voit que le jumeau 27 est malade, mais le jumeau 26 est malade, mais le jumeau 27 n'est pas malade. Voilà. Comment on peut expliquer le fait qu'ils soient des jumeaux, mais que l'un soit malade et que l'autre ne soit pas malade? Oui? Aïcha? Parce que ce sont des faux jumeaux.
Très bien. Et en quoi le fait d'être un faux jumeau peut préserver l'un et non l'autre? Bon, ils n'ont pas les mêmes gènes et ils sont issus d'ovules et de spermatozoïdes différents. Donc maintenant, étant donné qu'ils sont reçus d'ovules et de spermatozoïdes différents, donc ça veut dire quoi? Indépendamment l'un de l'autre, ils peuvent recevoir des allèles différents. Oui. Donc, du coup, il semble que l'un des jumeaux a eu la malchance de recevoir donc l'allèle malade qui a fait sa maladie et l'autre a eu plus de chance parce que n'étant pas malade, donc n'ayant pas reçu donc l'allèle malade. Voilà. Donc ici, donc ce sont des faux jumeaux en réalité. Donc si on avait de vrais jumeaux, là, ce serait différent. Voilà. Mais le fait que donc qu'on ait affaire à des faux jumeaux fait que justement, quand la fécondation va se faire déjà, donc les gamètes seront étant fécondés différemment. Donc, ça vous permet de voir un malade et l'autre non. Parce que tout simplement, ce sont des faux jumeaux. Voilà, donc c'est bien. Donc, on va dire, parce que ce sont des faux jumeaux. En effet, l'un a reçu le chromosome maternel XM et l'autre le chromosome maternel XN. OK? Donc, le fait de recevoir pour l'un le chromosome XM et l'autre le chromosome XN fait que voilà, l'un peut être malade et l'autre non. Voilà, parce que ce sont tout simplement de faux jumeaux. Donc, mais si on avait affaire à de vrais jumeaux, donc certainement les choses ne se seraient pas passées ainsi. OK? Et enfin, on nous demande hein, de donner les génotypes. Donc, quels seront les génotypes? Donc, on va donner donc les génotypes. Donc, des jumeaux. Génotype des jumeaux. Donc, pour le 21, le 26, donc c'est le 4, 26. Ce jumeau-là, puisqu'il est malade, il sera comment? Ce jumeau est malade, il sera comment? Quel sera son génotype? Oui? Awa ou Moustapha? Oui, monsieur. Mhm. Il y aura comme phénotype X, M, Y. X, M, Y. Très bien. Donc, on aura X, M, Y. Comme on a dit, le chromosome Y ne porte pas, c'est uniquement le X qui porte. Et tout ce que le X porte, c'est ce qui se manifestera au niveau du phénotype. Donc, vu qu'il est malade, donc forcément, il est X, M et Y. Et son jumeau, qui est donc le 4, 27, lui, il est normal. Donc, il aura quel génotype? Forcément. Awa? XN. XM, oui. Moustapha, XM. X grand N, Y. XN. Grand N, Y. Voilà, X grand N, Y. Donc, il est sain. Donc, voilà, n'est-ce pas, les génotypes de ces deux jumeaux. Donc, l'un est malade et l'autre ne l'est pas. Et enfin, ok. Donc, la quatrième, non, ça c'est déjà fait. Donc, cinquième question, donc la dernière question. Donc, on dit que Madame A donc, est inquiète sur le sexe de son enfant à venir. Le médecin lui propose de faire le karyotype du fœtus. Et voilà le résultat donné. Maintenant, si on regarde ce karyotype, c'est de quel sexe? Le karyotype, oui, l'enfant là, le fœtus, l'enfant en est de quel sexe? Ou sera de quel sexe? Excusez-moi, Awa? Oui, Awa? Bon, on t'entend pas, Awa? Bon, Diallo? Oui, Moustapha? Peut-être, les autres ont un problème de micro. Oui, Moustapha? Oui? Quel sera Le le sexe sexe de l'enfant? Hein? masculin.
Masculin. Mhm. Euh, Est-ce que les autres sont d'accord? Le fœtus aura quel sexe? Soado? Le fœtus sera une fille, féminin, Pourquoi? parce que les deux chromosomes sont de grande taille. De Oui. la 23e paire sont de grande taille. Ici, vous avez considéré quel chromosome en fait? Donc, il faut savoir lire aussi un caractère, c'est important. Les chromosomes de la dernière paire, Dernier paire, très bien. oui, Donc, sont de grande taille. voilà, donc ce sont des gonosomes X. Donc, la dernière paire, si on regarde le caractère, la dernière paire, c'est un gonosome X. Donc, ce sont des chromosomes de grande taille. Donc, s'il y a de grande taille et puis ils ont les mêmes tailles, donc ça veut dire que ce sont des gonosomes X que nous avons. Et donc, puisqu'on a deux gonosomes X, donc ça veut dire que le sexe de l'enfant à naître sera une fille. Ah, d'accord. Donc, on regarde la dernière paire de chromosomes, n'est-ce pas, qui représente en fait la paire sexuelle. On regarde est-ce que les chromosomes sont identiques ou pas. Si les chromosomes sont identiques, donc c'est XX, donc c'est une fille. Si les chromosomes ne sont pas identiques, donc c'est XY, c'est un garçon. Et ici, en regardant le caractère, on voit que la dernière paire présente des chromosomes XX, donc c'est une fille que nous aurons. Et maintenant, la question c'est, après avoir fait l'examen, penses-tu que le médecin puisse rassurer Madame A? Quel pourra être le ou les génotypes probables de l'enfant? Donc, ici, on va dire, Madame A peut-elle être rassurée? Oui, est-ce que ces résultats du caractère peuvent rassurer Madame A? Donc, si vous étiez à la place du médecin, Madame A est venue vous consulter, donc vous avez établi le caractère de sa famille, donc vous avez vu que la maladie était gonosomale portée par le gonosome X, ok? Et que Madame A étant en état de grossesse, elle veut savoir est-ce qu'il y a un risque pour son enfant parce qu'elle sait que la maladie touche généralement les garçons et malheureusement, ces garçons ne survivent pas au-delà de la puberté. Donc, elle est inquiète. Elle a des raisons de s'inquiéter. Que voilà, parce que voilà. Et maintenant, vous, en tant que médecin, une fois que vous avez établi donc le caractère, est-ce que vous pouvez rassurer Madame A? Oui. Adama, est-ce que tu peux rassurer Madame A? Oui, on peut rassurer Madame A. Pourquoi? Parce que le cariotype montre que son futur enfant est une fille. Mhm. Oui, et que il faut qu'on ait Et le que raisonnement. le père de la fille n'est pas malade, du coup, l'enfant ne peut pas être malade. Oui, vu que la maladie Le père, ne touche que les garçons aussi. que les garçons. La maladie ne touche que les garçons. C'est une maladie de garçons. Or, son enfant à naître est une fille. Donc, de ce point de vue, on peut la rassurer. Parce que si c'est un garçon, là, on peut avoir des inquiétudes. Parce qu'on sait que la maladie ne touche que les garçons. Mais vu que le cariotype a montré que l'enfant à naître sera une fille, donc, de ce point de vue, on peut la rassurer en lui disant que non, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que vous aurez une fille. Or, justement, les filles ne tombent pas malades de cette maladie. C'est uniquement les garçons qui sont touchés. Et puisque donc c'est une fille qui va naître, donc elle n'a pas de raison de s'inquiéter. C'est bon? Voilà. Donc on va dire oui, le médecin pourra rassurer
Madame A, puisque le fœtus est de sexe féminin. Et vu que la maladie ne touche que les garçons, donc Madame A n'a pas à s'inquiéter. OK? Et enfin, pour terminer, on nous demande de donner le ou les génotypes possibles, n'est-ce pas, du fœtus. Donc, on va donner génotype possible du fœtus. Maintenant, quels sont ces génotypes possibles? Sachant que déjà, on sait que c'est une fille. Donc, forcément, elle est XX. On est d'accord. Maintenant, comment elle peut être cette fille-là? Donc, cette fille qui va naître, comment elle sera? Ou comment elle peut être? Adama? Elle peut être de génotype X grand N, X grand N, Mhm. ou Oui, de génotype X grand N, X petit m. très bien. Donc, elle peut être X grand N, ou bien elle peut être X grand N, X petit m. Dans tous les cas, elle ne sera pas malade. Au pire des cas, elle sera porteuse, saine, mais elle ne peut pas être malade puisque la maladie n'attrape pas les filles. Donc, ou, n'est-ce pas, dans le meilleur des cas, elle sera XN, XN. Donc voilà, n'est-ce pas, chers élèves, donc ce que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, n'est-ce pas, en hérité humaine, une situation, n'est-ce pas, qui nous permet déjà de comprendre le pédigré, de pouvoir donc le lire, de démontrer ou de montrer les cas de dominance ou récessivité, et même également de pouvoir poser des hypothèses, n'est-ce pas, faire un raisonnement logique, n'est-ce pas, et de pouvoir donc répondre aux questions et même aussi écrire le génotype des individus. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, Ndé Awa a levé la main. Habib Lee aussi a levé la main. Oui, allez-y, je vous écoute. Monsieur, Oui. pouvez-vous remonter un peu? Je vais faire un capture écran de l'exercice. Je viens d'arriver. Oui, mais bon, d'accord. Mais sachez que le corrigé, vous pouvez l'avoir sur la plateforme aussi, hein. Voilà, mais bon, je peux remonter, il n'y a pas de problème, mais sachez que ne vous inquiétez pas. Donc, tout ça, vous l'aurez, Inch'Allah, sur... OK. Bon, sinon, Habib avait levé aussi la main. Oui, Habib Lee. Oui, Vu qu'aujourd'hui, on ne peut pas terminer les autres exercices, mhm. la prochaine fois, on fera quoi? Bon, parce qu'on est deux à nous relayer, il y a M. Diouf et moi-même. Bon, lui, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il a programmé de faire. Parce que lui, si je me Non, trompe... avec vous. Non, avec moi, la semaine prochaine. Oui. Bon, normalement, la semaine prochaine, je dois... attendez que je vérifie. Oui. Voilà, donc normalement, c'est sur régulation de la glycémie, propriété du tissu nerveux, Nous, on n'a pas encore fait ces leçons. régulation de la glycémie. Oui, Ah, on n'a pas encore fait. oui, nous, on est encore là, sur Euh, hérédité. Monsieur, bon, moi, je propose, maintenant monsieur, c'est moi, je Habib. propose quelque chose. Oui. Moi, je voulais qu'on augmente les heures. Par exemple, on fait 3 fois SVT par semaine et 2 heures de temps où on ne fait que, où on fait uniquement la leçon. Que les leçons. Oui. Bon, d'accord. Maintenant, je vais remonter l'information à qui de droit, parce que aussi c'est une équipe qui est derrière. Bon, et ce sont des choses qui sont déjà planifiées à l'avance, mais toujours c'est dans le but de vous aider. Donc ça, il faut le retenir et comprendre comme ça. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour vous aider. Maintenant, si dans la mesure du possible, on se rend compte que oui, on peut peut-être voir comment nous réorganiser pour cela, oui, on le fera. Mais sachez que, bon, c'est pas trop simple parce que, bon, il
il y a plein de choses qu'on gère derrière. Bon, peut-être que il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais c'est pas simple du tout le travail qui est en train de se faire derrière pour toujours vous mettre à l'aise et vous aider à vous en sortir le mieux possible. Mais quand même, je vais remonter l'information à qui de droit et on verra dans la mesure du possible. Si c'est faisable, on le fera dans tous les cas. Si c'est pas faisable aussi, bon, on sera dans l'obligation de ne pas pouvoir le faire, malheureusement. Mais bon, on fera de sorte que, en tout cas, vous soyez voilà, à l'aise. Oui, d'accord. Mais par exemple, si la semaine prochaine, vous ferez une Glissez, leçon Michel. Oui, qu'on n'a pas glisse encore vue en classe, ça sera un peu compliqué. pour vous. Bon, Oui. d'accord. Maintenant, est-ce que aussi, à part lui, Habib, est-ce que tout le monde est dans la même situation qu'Habib? Bon, Adama, Awa, oui, allez-y. Oui, de même que moi. On ne l'a pas fait. Donc, ce sont des leçons que vous n'avez pas encore abordées, hein? Oui. Bon, d'accord. Maintenant, bon, c'est noté. Donc, de toute façon, maintenant, je promets rien, mais comme j'ai dit, hein, donc la décision ne me revient pas. Donc, on est une équipe. Donc, en interne, donc, on va discuter et voir. C'est vrai que, bon, peut-être que si ce sont des leçons qui ne sont pas encore abordées, vous aurez du mal à suivre. Et peut-être il n'y aura pas d'intérêt dans la mesure où on est dans une logique de révision. Donc, je pense que... De toute façon, donc, j'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Voilà. Bon, s'il n'y a pas autre chose à dire, je pense que donc on peut peut-être lever la séance et vous souhaiter toujours un bon courage. Je sais que c'est pas évident présentement, il y a trop de stress, il y a trop de choses à voir. Et déjà, ne serait-ce qu'en SVT, il y a une 30 leçons déjà à faire. C'est pas rien, c'est costaud. Mais il faut vous accrocher. Voilà, donc battez-vous et ne lâchez pas prise. De toute façon, nous, on fera le maximum pour vous accompagner, n'est-ce pas, dans cette aventure, n'est-ce pas, pour que vraiment vous soyez vraiment voilà, à l'aise le jour de l'examen et que tous vous réussissez, Inch'Allah.